Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé sur la thématique de l'aménagement du centre Pompidou, depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui avec les nouveaux projets de réhabilitation. L'inauguration du centre Pompidou en 1997 a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'aménagement de l'urbain parisien. Installé en plein cœur du quartier Beaubourg, dans le 4e arrondissement, ce centre culturel d'envergure nationale et internationale s'est voulu à la fois musée, bibliothèque, lieu de création et de rencontre. Véritable ovni architectural, à son époque, il a profondément transformé son environnement immédiat, tant de point de vue urbain que social. Le centre Pompidou accueille environ 3,2 millions de visiteurs en 2024, enregistrant une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Cette fréquentation témoigne de l'attractivité constante du musée, qui figure parmi les sites culturels les plus visités de Paris. Ainsi, on en vient à se demander en quoi le projet du centre Pompidou est un symbole de renouvellement économique, culturel et touristique. Pour ce faire, nous allons faire un plan en 3 parties. Donc, premièrement, nous allons nous intéresser à un projet révolutionnaire des Trente Glorieuses qui va marquer des transformations urbaines et architecturales au profit d'une démocratisation culturelle. Ensuite, nous verrons une influence à plusieurs échelles qui caractérise un pôle culturel et économique, facteur de gentrification. Et enfin, pour terminer, un bâtiment en constante évolution entre adaptabilité et durabilité. Le centre Pompidou, c'est l'un des projets culturels les plus emblématiques de la seconde moitié du XXe siècle. Donc sa genèse remonte à la période des Trente Glorieuses, une heure marquée par une forte croissance économique, une urbanisation rapide et un élan de modernisation sans précédent en France. Donc c'est dans ce contexte prospère où les financements publics étaient les plus facilement mobilisables et où la population urbaine ne cessait d'augmenter qu'est née l'ambition d'un nouveau lieu culturel audacieux et tourné vers l'avenir. Donc sur le plan politique, l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou en 1969 a joué un rôle déterminant. Donc le président, profondément attaché à la culture et à la modernité, souhaitait faire de celle-ci un levier de transformation sociale et urbaine. Dans l'esprit post-année 68, alors que la société exprimait un besoin fort d'ouverture et de créativité, était perçue comme un vecteur de dialogue, de progrès et de démocratisation. Le centre Pompidou s'inscrit ainsi dans une stratégie politique de relance par la culture. Les années 1960 et 70 sont également celles d'une profonde transformation urbaine de Paris. Donc le gouvernement, porté par une vision fonctionnelle et hygiéniste de la ville, lance de vastes chantiers de rénovation, souvent au prix de destruction massive. On pense notamment à la construction de la tour Montparnasse en 1973 ou à la démolition des Halles en 1970 qui ont radicalement transformé le paysage urbain. Donc sur le diaporama, on peut voir une photo de la tour Montparnasse en construction en 1972. Donc dans cette logique, les besoins d'équipements culturels modernes se faisaient également sentir. Le musée national d'art moderne, alors logé au Palais de Tokyo, était devenu obsolète et inadapté. Donc il manquait à Paris un lieu culturel pluridisciplinaire capable d'accueillir des expositions d'art contemporain, de spectacles vivants, de conférences et surtout une grande bibliothèque ouverte à tous. Ainsi, le choix du quartier Beaubourg, situé dans le 4e arrondissement de Paris, n'est pas anodin. Donc, dans les années 1960, ce secteur était perçu comme insalubre et peu attractif. Donc on avait des rues étroites, des immeubles vétustes et une absence d'activité structurante. La ville a décidé de racheter les parcelles et de raser certains îlots de ce quartier afin de dégager des terrains. Donc c'est à ce moment que s'est dégagé un terrain où a pu se construire le centre Pompidou appelé le plateau Beaubourg. Donc celui-ci est ensuite resté vide pendant près de 10 ans et a été utilisé temporairement comme parking. Donc sur le diaporama, on peut voir une photographie de ce parking. Ainsi, c'est en 1970 que ce terrain devient le point de départ d'un projet inédit, donc comme je l'ai dit, la création d'un centre culturel multidisciplinaire. Donc ce projet, il répondait à des enjeux multiples, donc culturels, sociaux, urbains et politiques. Ensuite, on va voir que le centre Pompidou, en fait, il résulte d'une architecture novatrice entre rupture et intégration urbaine. Un concours international d'architecture est lancé pour imaginer le futur équipement dédié à la culture et à la création contemporaine. Donc l'initiative, elle suscite un immense engouement et on a plus de 650 équipes issues de 49 pays qui participent. C'est en 1971 que les architectes Renzo Piano, un Italien, et Richard Rogers, britannique, remportent ce concours. Ils proposent un projet audacieux et radicalement différent de ce qui se faisait alors à Paris.
une structure laissant apparaître tous les éléments techniques et privilégiant des espaces intérieurs totalement modulables. La conception du centre Pompidou, elle repose sur une structure mécanique monumentale formée d'un vaste cadre en acier. À l'extérieur, on a des escaliers mécaniques, des ascenseurs et des conduits de ventilation qui sont volontairement exposés, tandis que les espaces intérieurs sont dégagés et peuvent être adaptés à des usages multiples, donc par exemple les expositions, le spectacle, les conférences, bibliothèques. Le bâtiment, il a été inauguré le 30 janvier 1977 et il est rapidement devenu l'une des réalisations les plus marquantes de la seconde moitié du XXe siècle, tout simplement parce que il incarne les principes de l'architecture high-tech. Donc c'est un courant né dans les années 1970 qui intègre des éléments industriels et des technologies avancées dans la conception des bâtiments en privilégiant une esthétique fonctionnelle et transparente. On peut les rattacher avec une illustration qu'on va voir dans le diapo, une illustration qui montre tous ces éléments, donc tuyaux, couleurs, géométrie dans la forme des matériaux. Ensuite, on va vous parler des débats et controverses qu'a suscité ce projet. Donc, dès sa présentation, le Centre Pompidou a suscité de vives réactions. Donc, en fait, installé en plein cœur du Vieux-Paris, dans un quartier au patrimoine architectural riche et ancien, le centre rompt radicalement avec l'unité du paysage haussmannien environnant et côtoie des monuments historiques comme l'église Saint-Méry datant du XVIe siècle. Donc, sur le diaporama, on voit une photo aérienne donc du dessus où on peut voir en premier plan l'église et en second plan le centre, donc ça illustre bien une rupture architecturale. Donc il y a eu des débats qui opposaient alors deux visions. Donc certains dénonçaient une dévalorisation du patrimoine architectural et religieux, donc accusant le bâtiment de dénaturer le paysage urbain parisien, tandis que d'autres y voyaient au contraire une manière de valoriser la diversité des époques et des styles, démontrant la capacité d'une capitale historique comme Paris à intégrer des architectures contemporaines. Aujourd'hui, le Centre Pompidou, c'est un lieu qui est pleinement intégré et structurant. Donc avec le temps, il s'est imposé comme repère urbain culturel incontournable de la capitale. Donc par exemple avec la place publique piétonne, donc la piazza, et la fontaine Stravinsky installée à proximité. Donc ces éléments-là, ils créent un espace ouvert qui relie harmonieusement des éléments a priori opposés, donc le vieux Paris et l'architecture moderne de ce nouveau centre. Donc le bâtiment, il a ainsi contribué à la structuration et à la redynamisation du plateau de Beaubourg, autrefois terrain vague, devenu aujourd'hui un espace vivant et central. Maintenant, nous allons commencer la deuxième partie où nous allons nous intéresser à l'influence de ce pôle culturel et économique à plusieurs échelles. Comme on voit sur le diaporama, on a deux photographies qui font un avant-après de la construction du Forum des Halles, donc qui est un commerce et une gare. Et à l'arrière de la deuxième photo, on peut apercevoir le centre Pompidou qui montre du coup la proximité de ces deux aménagements qui vont fonctionner ensemble dans le changement d'un quartier, mais à échelle plus grande. Dans son étude Les dynamiques spatiales de la gentrification à Paris, Anne Clerval observe que dans les années 80, la gentrification s'étend et devient visible sur le reste de la rive gauche, donc avec le 13e et le 14e arrondissement, notamment à la suite d'autres opérations de rénovation. Elle gagne nettement la rive droite dans les arrondissements centraux, donc le 1er et le 4e, après la rénovation des Halles et de la réhabilitation du Marais. Euh, et ce croquis qu'on retrouve dans cette œuvre met aussi en évidence la gentrification qui s'étend à partir du 16e arrondissement et qui va s'étendre vers le nord-est de Paris. Et en utilisant des temporalités avec un dégradé de couleurs pour les flèches, on constate que le premier et le 4e arrondissement vont être gentrifiés dans les années 80, donc avec aussi du coup la création du centre Pompidou. Donc l'implantation du centre Pompidou à la croisée de ces deux grands projets va participer à la montée en gamme du quartier, attirant des flux touristiques et culturels et contribuant ainsi à la transformation du tissu social mais et à échelle locale. C'est ce qu'on va voir dans cette seconde partie. Où nous allons représenter la gentrification à une échelle plus petite, donc celle du quartier Saint-Méry, mais qui prend toujours place dans le cadre global de gentrification parisienne. Pour ce faire, nous avons choisi de représenter les deux processus, ces deux projets qui vont apporter cette gentrification, donc la destruction des halles et le plan de sauvegarde du Marais,
qui vont être montrés par la dynamique des deux grandes flèches rouges qui vont imbriquer le centre Pompidou dans une gentrification qui, lui, sera plus petite et locale, donc avec seulement les îlots autour qui vont subir des transformations, donc par exemple des rénovations et des réhabilitations. Pour la question des rénovations, il y a une destruction de certains îlots, donc par exemple le quartier de l'Horloge, qui va être reconstruit en 1979 avec une image plus moderne, un peu comme le centre Pompidou. Euh, Par la suite, d'un point de vue du coup des réhabilitations, il y a une transformation économique qui va se faire avec l'apparition de plusieurs galeries d'art tout autour du centre Pompidou et aussi de boutiques liées au tourisme que cela va engendrer. Donc avec par exemple des boutiques touristiques. Mais pour que cela tienne debout, il faut que Paris et la municipalité gèrent toute l'accessibilité de ce quartier. Donc, comme on l'a déjà dit, il est un peu au milieu de plein de grands endroits. Il y a par exemple du coup le centre commercial des Halles qui regroupe des arrêts de RER. Il y a aussi Châtelet où il y a beaucoup d'arrêts de métro, l'hôtel de ville. Et aussi il y a un arrêt de métro juste à côté du centre Pompidou, donc le métro 11. Il y a aussi beaucoup d'accès en bus et de parking, et donc ça me permet une pluralité d'accessibilité par les moyens de transport différents. Pour mieux s'imbriquer dans son territoire, le Centre Pompidou va placer plein d'infrastructures où il va déléguer des activités. Et c'est ce qui est représenté par les triangles rouges. Donc on peut compter le Musée national d'art moderne, le Centre de création industrielle et la Bibliothèque publique d'information, qui sont regroupés dans le centre. Mais du coup, il y a beaucoup d'aménagements à l'extérieur. Par exemple, sur la piazza, il y a un espace public et ouvert qui est très dynamique par les aménagements et les réhabilitations qui ont été produits par la gentrification. En dernier point, nous allons voir que cette influence ne s'arrête pas à l'échelle régionale de Paris, mais aussi a bien un impact national et international. En effet, il y a plusieurs bienfaits qui permettent de redynamiser le territoire et de subvenir à la décentralisation. Comme on l'a déjà dit, le Centre Pompidou et le levier de la culture permet de créer des mouvements de gentrification et ça peut être utile pour des espaces en perte économique. Et donc, c'est pour ça qu'il va être créé à Metz une délégation. Donc Metz, c'est une région qui a été fortement touchée par la désindustrialisation. Elle va être choisie pour être redynamisée par sa position centrale en Europe de l'Ouest, donc de ce qu'on peut appeler la banane bleue, avec du coup des proximités avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, qui permettent une ambition de créer du tourisme international, mais du coup à l'échelle de l'Europe. Ces déclinaisons ne s'arrêtent pas seulement à l'espace national, mais aussi à l'échelle internationale. Le Centre Pompidou s'exporte sous forme de déclinaisons temporaires visant à diffuser l'art moderne et contemporain français tout en dialoguant avec les contextes culturels locaux. Ces implantations participent d'une stratégie d'influence culturelle, ou alors plus communément appelée le soft power, avec par exemple l'ouverture d'un centre à Malaga, donc en Espagne en 2015, ou le partenariat avec le West Bund Museum Project. D'autres projets sont en cours ou à venir, donc par exemple à Bruxelles ou à Séoul durant l'année 2025, ou alors en Arabie Saoudite d'ici courant 2027-2028. Donc tout d'abord, ce programme de réhabilitation, il s'inscrit dans une volonté affirmée de performance environnementale et de développement durable qui sont en phase avec les engagements culturels et écologiques de la France. Donc déjà détenteur de la certification haute qualité environnementale, le Centre Pompidou souhaite aller plus loin et devenir un modèle exemplaire de réhabilitation durable d'un monument du XXe siècle. Donc là, on parle bien de réhabilitation, c'est-à-dire que on va changer certains matériaux, etc. Tandis qu'à l'époque, on parle d'une rénovation, donc c'est-à-dire que on a rasé des îlots, donc une partie du quartier, pour construire quelque chose de tout à fait nouveau. Pour mener à bien ce projet exceptionnel, il y a trois architectes, donc trois groupes d'architectes qui ont été désignés. Donc leur ambition, c'est évidemment de préserver l'identité singulière du bâtiment imaginé par les architectes Ranzo et Rogers, tout en y intégrant des améliorations essentielles. En suivant cette réhabilitation, elle a aussi pour objectif de réinventer les espaces et s'adapter aux usages et au public. Donc au-delà de la modernisation technique et environnementale, on a une ambition de repousser les frontières des usages. Pour ça, on va avoir la création de plusieurs espaces, donc qui sont surtout en lien avec la culture.
Donc on va avoir la création d'un pôle nouvelle génération, donc plutôt pour la jeunesse. On va avoir la création et l'amélioration d'une bibliothèque publique informatique, donc elle sera agrandie. Donc ça, ces deux éléments, on peut les retrouver sur le diaporama. Et aussi, on va avoir un renouvellement des collections, donc c'est-à-dire c'est une manière de renouveler la culture au sein du centre. Pour conclure, le Centre Pompidou incarne à la fois une rupture architecturale et un levier stratégique de renouvellement urbain, économique et culturel. Véritable espace d'expérimentation culturelle depuis 1977, il a su transformer un quartier délaissé en un pôle d'attractivité majeur à l'échelle locale et internationale. Sa vocation pluridisciplinaire et son accessibilité ont favorisé la mixité sociale et impulsé la gentrification du centre de Paris. Le succès du modèle Pompidou a inspiré d'autres projets comme celui de Metz ou le Louvre-Lens, intégrant la culture comme outil de redynamisation territoriale. Aujourd'hui, le centre poursuit sa mutation pour répondre aux défis environnementaux et sociaux actuels. Sa réhabilitation prochaine confirme cette volonté d'adaptation et de pérennisation. Symbole de modernité et d'ouverture, le Centre Pompidou demeure un acteur clé de l'aménagement urbain et de la diplomatie culturelle française. Cependant, il est intéressant de mettre en contexte ce lieu pensé dès son origine pour favoriser l'accès à la culture pour tous, avec le contexte actuel marqué par une baisse progressive des budgets alloués à la culture.